Messieurs, dames, bienvenue donc dans la deuxième partie de ce chapitre 1, reproduction sexuelle et milieu de vie, avec l'exemple donc d'un animal terrestre, et j'ai choisi les oiseaux. Alors, un petit rappel de ce que vous avez vu précédemment au cycle 3, les ovipares, donc les oiseaux, pondent des œufs dont la structure est très simple. Vous avez une coquille avec plusieurs membranes qui protègent. Cette coquille contient une chambre à air, une réserve d'air. Elle contient aussi donc du jaune, elle contient aussi de l'albumène, d'accord? Le jaune est emballé dans une membrane. Sur le jaune, on voit ce qu'on appelle un disque germinatif, d'accord, qui est là, vous l'avez ici, ce qu'on appelle la cicatricule, c'est là où va se développer l'embryon si l'œuf est fécondé. Et l'œuf, le jaune, est maintenu dans la coquille par ce qu'on appelle des chalases. Voilà la structure de l'œuf, une dissection que vous avez dû faire en primaire. Ensuite, nous avions vu en sixième qu'il fallait, donc ces œufs, en particulier non fécondés, étaient donc vendus sur le marché. On avait étudié un tout petit peu les codes inscrits donc sur les œufs. Rappelez-vous de ce document-là, je ne vais pas le recommander, mais c'est ce qu'on avait fait en sixième. Alors, allons-y dans le vif du sujet. Notre exemple de reproduction sexuelle en milieu terrestre, c'est la poule Gallus gallus domesticus. Cette poule est une espèce ovipare de l'ordre des galliformes et c'est un animal de basse-cour élevé pour sa chair, pour ses œufs, ou comme animal d'ornement. Alors, les poules ont une particularité, c'est qu'il y a vraiment un dimorphisme sexuel très prononcé, le mâle ayant donc une crête très importante, des barbillons, d'accord, étant plus grand, évidemment, en taille par rapport à la femelle, et surtout ayant un plumage extrêmement coloré. Il a aussi un ergot au niveau de sa patte, et surtout, il a un chant absolument extraordinaire. Alors, si un dimorphisme sexuel, c'est pas pour rien, on le verra tout à l'heure. Alors, au printemps, le mâle va s'accoupler avec la femelle, tout du moins c'est comme ça que ça devrait se produire dans la nature, puisqu'il existe par exemple le coq de bruyère, qui est un animal, donc un Gallus gallus aussi, mais non domesticus, hein, qui effectivement est sauvage. Et cette position particulière du mâle est due au fait que chez les oiseaux, il n'y a pas, regardez bien, il n'y a pas de pénis. Donc il faut accoler le cloaque du mâle contre le cloaque ici de la femelle, donc ce qui demande une position assez particulière. Le coq donc tient la femelle par ses barbillons et il arque son corps, la femelle étant dans un arc inférieur. L'un qui est concave et l'autre qui est convexe. Alors, on voit très très bien ici en bleu le trajet des spermatozoïdes qui vont descendre donc des testicules jusque dans l'oviducte de la femelle, donc pour remonter jusqu'à l'ovule qui est ni plus ni moins que le jaune de l'œuf. Vous l'avez ici. D'accord? Donc là, vous avez dans son ovaire, à la femelle, plusieurs petits œufs qui sont prêts à se développer, plusieurs ovocytes qui vont devenir donc des ovules. L'ovule est donc géant. Donc lorsque la poule pond un œuf toutes les 24 heures, en fait, elle ovule, tout simplement. Et la plupart des œufs non fécondés, eh bien, c'est les œufs que vous retrouvez, donc les œufs industriels, ou des œufs que vous retrouvez donc, dans le commerce. Ces œufs n'ont pas été produits avec la présence d'un mâle. Parce que donc, si on les met à bonne température, généralement, ils ne se développent pas. Alors, si vous prenez des œufs bio, il y a des chances, par contre, qu'il y ait un rapport femelle-mâle dans le champ qui est quand même assez important. Et donc, c'est possible d'avoir des œufs qui sont fécondés. Vous le voyez tout de suite. Quand vous cassez l'œuf, il y a une petite tache rouge, ça veut dire que l'œuf est fécondé. Alors, cette fécondation est donc cette fois interne. Vous voyez qu'on ne peut pas libérer les produits sexuels, les gamètes sexuels dans le milieu de vie, puisque le milieu de vie est déshydratant. D'accord? Il n'est pas hydraté. Donc, il faut un milieu hydraté pour pouvoir assurer la fécondation. L'eau est indispensable. Alors, le mâle dépose donc ses cellules reproductrices, ses spermatozoïdes, à l'entrée du cloaque de la femelle. D'accord? Il se déplace dans le conduit reproducteur, l'oviducte, pour rejoindre donc la cellule reproductrice. Il y a vraiment un déplacement des cellules sexuelles, donc mâles, dans les voies génitales de la femelle. Ici, vous avez un spermatozoïde donc de poulet. Ici, donc l'ovule, un géant, d'accord, de la femelle. La fécondation est donc interne et comme chez l'oursin, elle aboutit à la production d'une cellule œuf qui est absolument gigantesque ici, d'accord. Et cette cellule œuf va se développer à l'intérieur d'un dispositif de protection qu'on appelle. Alors, cette cellule œuf géante, elle contient ici la cicatricule, d'accord, c'est-à-dire donc l'endroit où va se développer, vous le voyez ici, le petit embryon, okay, qui va développer un réseau sanguin très important pour pouvoir donc absorber les réserves à la fois d'albumène et les réserves présentes dans le jaune. Vous voyez donc au fur et à mesure, cet embryon se développe sur le jaune, les réserves diminuent, lui devient de plus en plus gros, et au bout d'un moment, il va avoir besoin quand même de respirer un tout petit peu. Donc au moment d'éclore, il va utiliser la chambre à air, vous vous souvenez, qui est vers le côté un peu plus pointu donc, de l'œuf ici, pour pouvoir sortir. Okay, donc à l'éclosion, on a donc un petit poussin qui est complètement humide, hein, qui a besoin aussi de se réchauffer. Le voilà donc sec et autonome. Et donc il est prêt à effectuer sa vie. Les petits poussins à la sortie de l'œuf sont extrêmement efficaces tout de suite. Hein. Ils ont faim, ils cherchent, ce sont des animaux très actifs. Alors certains comportements vont favoriser l'accouplement.
On le voit très très bien. Ce dimorphisme sexuel n'est pas fait au hasard, hein. Il permet une reconnaissance du mâle et de la femelle de la même espèce. Bon, c'est vrai que c'est un milieu terrestre, il faut donc un rapprochement des gamètes, il faut favoriser la rencontre des gamètes. Donc là, on n'a pas le choix. Il faut bien pouvoir se reconnaître dans ce cas-là. Alors, tout ça pour favoriser la rencontre entre individus, je précise, de la même espèce. Outre le dimorphisme sexuel, vous avez aussi les parades nuptiales, le comportement. Donc là, j'ai pris que des exemples chez les oiseaux, hein, avec des danses nuptiales absolument terribles chez la plupart des paradisiers. Donc là, vous avez des danses assez particulières, la femelle étant généralement beaucoup plus terne, vous l'avez ici ou vous l'avez là. D'accord, on la voit à peine ici dans cette image, elle vient d'ailleurs de s'envoler. Donc les mâles vont être extrêmement colorés et vont attirer la femelle par leur plumage, par leur comportement, par leur danse, ou parfois même parce qu'ils vont fabriquer. Certains mâles fabriquent donc des nids dans lesquels il y aura par exemple que des objets bleus. Voilà, donc certains paradisiers font ça par exemple. Donc le but est quand même de favoriser l'accouplement. Et puis, on n'oublie pas que ensuite, alors on est un petit peu hors sujet, mais on est après par rapport à l'oursin, par exemple. Si on veut vraiment intervenir dans le maintien ensuite de l'individu, donc l'influence de l'environnement sur l'individu, mais il y a le comportement aussi de l'animal qui va jouer, l'environnement dans lequel il va se développer, mais aussi le comportement. Regardez chez le poulet, on a quand même cette couvaison très importante. Donc la femelle, une fois que l'ovule est fécondé, va s'occuper des œufs, va les maintenir à bonne température, de manière à ce que l'éclosion se passe bien. Et ensuite, il y a l'instinct maternel. Regardez bien, les poussins vont suivre leur mère, d'accord, vont parfois même se servir de leur mère pour se transporter. Et il y a aussi, on voit très bien une vigilance de la part de la mère. On a une protection quand même des petits. Donc quand on parle de l'influence du milieu, il y a aussi l'alimentation qui compte, c'est-à-dire être capable de donner les bons comportements aussi, donc l'éducation, mais le comportement par rapport au choix de la nourriture, par rapport aux prédateurs. Donc voilà, donc tout ça va jouer aussi sur la survie donc, du petit après. Si on en revient à la reproduction chez l'oiseau, donc en milieu terrestre, on a cette fois un mâle différent donc de la femelle. Il y a nécessité donc de l'accouplement parce qu'on ne peut pas libérer les produits sexuels à l'extérieur parce que le milieu est déshydratant. Les spermatozoïdes vont donc se déplacer vers l'ovule. La fécondation va donc être interne, même si elle se passe comme pour l'oursin, c'est-à-dire c'est la fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle qui aboutit à la cellule œuf, qui se développe donc dans un système de protection qui est l'œuf avec un développement donc direct, il n'y a pas de larve. Hein, et le petit poussin né devient soit un mâle, soit une femelle, et ensuite, etc., se reproduit. Alors, si on fait le bilan de tout ça, finalement, cette reproduction sexuée, elle a deux modalités. Soit il y a une fécondation externe dans le milieu de vie, soit une fécondation interne, généralement en milieu terrestre. D'accord ? Qu'on ait affaire à un oiseau ou qu'on ait affaire à un mammifère ici, finalement, ce qui change, c'est le fait ici d'avoir un animal ovipare et d'avoir un animal ici plutôt vivipare. Dans tous les cas, j'ai des ovipares ici et j'ai un vivipare là. Mais on a les mêmes modalités. La fécondation, c'est de toute façon la fusion ici d'un ovule avec un spermatozoïde. Peu importe où, que ce soit dans le milieu de vie, que ce soit ici dans le corps de la femelle, que ce soit ici dans le corps de la femelle, la fécondation aboutit à une cellule œuf, dans tous les cas, qui sera la première cellule de n'importe quel individu. Après, c'est le milieu de vie qui va conditionner les différentes modalités de la reproduction. Est-ce qu'on libère à l'extérieur? Est-ce qu'on produit beaucoup de gamètes? Est-ce qu'on en produit peu? Il est clair que chez les mammifères, par exemple, lorsqu'on a une protection du bébé à l'intérieur du ventre de la maman pour le développement, on va favoriser la qualité sur la quantité. Il y aura moins de gamètes libérés, mais ce sera protégé. Le développement va se faire protéger. Okay, donc ce qui fait qu'on a une base qui est la même pour la reproduction sexuelle, et ensuite on a une adaptation des différentes modalités en fonction du milieu de vie, mais aussi en fonction du degré de développement, d'accord, du degré d'évolution des animaux. Ce qui fait qu'on peut avoir un tableau un peu particulier, une séparation d'accord ovipare, vivipare, mais avec, regardez, des petites nuances entre la fécondation interne et la fécondation externe. D'accord, je peux avoir des ovipares à fécondation externe comme le poisson, l'huître, l'oursin, etc. Je peux avoir des ovipares à fécondation interne, c'est par exemple la poule, mais aussi le requin dormeur. Je peux avoir des vivipares à fécondation interne avec par exemple le requin marteau ou l'être humain ou le cerf, etc. Par contre, on n'a visiblement pas de vivipare avec une fécondation externe, ce qui n'est pas logique. Hein. Si l'embryon se forme à l'extérieur, il ne peut pas forcément être dans le ventre de la femelle et se développer. On n'oublie pas on n'oublie pas donc les plantes à fleurs qui aussi ont une reproduction sexuelle qui respectent la même modalité, c'est-à-dire un grain de pollen libéré par un étamine va pénétrer dans un ovule, donc j'ai aussi une fécondation qui va me donner donc une cellule œuf qui aboutira à un embryon qui sera à l'intérieur d'une graine. D'accord, là, il faudra des stratégies par contre pour forcer la rencontre entre le grain de pollen et puis l'ovule. D'accord? Donc on peut résumer comme ça. Cette reproduction sexuée est basée donc sur une rencontre, une fusion même entre un gamète mâle et une gamète femelle qui aboutit à une cellule œuf, donc au phénomène de fécondation. Après, j'ai deux cas.
J'ai deux types de fécondation. Une fécondation externe, où la rencontre et la fusion des gamètes se fait dans le milieu de vie, généralement milieu aquatique, et une fécondation interne, où la rencontre et la fusion des gamètes se fait dans l'appareil reproducteur femelle lors de l'accouplement. D'accord? On ne parle pas de vivipare ou d'ovipare pour l'instant. Ensuite, vous avez des stratégies qui vont favoriser cette fécondation. Chez les animaux, on peut citer par exemple les paranuptiales pour se reconnaître mâle et femelle, la synchronisation des appareils génitaux mâle et femelle avec les cycles, ou la libération des gamètes en même temps, par exemple chez l'oursin. Ensuite, la production de molécules par les gamètes femelles pour attirer les gamètes mâles. Alors que ce soit dans, par exemple, les voies génitales des femelles, par exemple, des voies génitales des femmes, ou dans l'eau de mer, l'ovule, que ce soit un ovule féminin ou un ovule d'oursin, vont libérer des molécules pour attirer les spermatozoïdes pour pas qu'ils se perdent. Il faut vraiment qu'ils atteignent leur but. D'autres stratégies chez les végétaux sont développées aussi pour favoriser cette fécondation. C'est par exemple produire du nectar et des fleurs colorées et odorantes pour attirer les pollinisateurs, donc pour favoriser la rencontre entre le grain de pollen et l'ovule. Bah oui, forcément, quand on a une plante fixée, on peut pas qu'on n'a pas d'organe non plus d'essence, on ne peut pas reconnaître son mâle et on ne peut pas non plus se déplacer pour aller à la rencontre de l'autre. Donc forcément, il faut des fleurs dans lesquelles il y aura les organes reproducteurs. Et puis ce sont les gamètes qui vont se déplacer de l'un à l'autre, du moins le gamète mâle. Ensuite, justement, on parle des gamètes mâles. Il peut y avoir des grains de pollen légers ou avec des flotteurs ou des crochets pour favoriser le transport par l'eau, le vent ou même des fois par des animaux. Ça va s'accrocher sur vous et vous allez finalement faire être le vecteur donc, de ce pollen. Et puis on n'oublie pas aussi le tube pollinique qui va déposer, qui va en fait emmener ensuite le gamète mâle depuis donc le stigmate, c'est-à-dire l'extrémité du pistil, jusque vers l'ovule. Parfois la distance est un petit peu longue, elle est de quelques centimètres, mais pour un petit gamète mâle, c'est long. Donc voilà cette reproduction sexuée qui suit donc la même modalité pour quels que soient les êtres vivants, d'accord, qui ont une reproduction sexuée bien sûr. Donc la production d'une cellule œuf qui sera la première cellule de n'importe quel individu par fécondation. J'ai deux types de fécondation, externe évidemment pour plutôt le milieu aquatique, interne pour le milieu terrestre, et ensuite des stratégies pour favoriser tout ça. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, donc dans Pronote, sinon je vous souhaite une bonne lecture de ce document et puis un bon apprentissage. À bientôt.